au monde culturel de se renouveler ou de relancer certaines solutions. Alors je vais écourter mon introduction parce qu'on a perdu un peu de temps, hein, mais juste quelques chiffres qui sont assez mirobolants. En fait, avant le Covid en 2019, c'est des chiffres européens parce que je ne vais pas citer les chiffres de tous les continents, mais les industries culturelles représentaient 4,4% du PIB européen. Avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 10% entre 2013 et 2019. On a aussi une augmentation en termes de valeur ajoutée de 17%, donc c'est énorme. Et la balance commerciale européenne des biens culturels était excédentaire l'année dernière, fin 2019, avant la crise, de 8,6 milliards d'euros, ce qui équivaut à tout le secteur de l'alimentation, des boissons et du tabac. Et forcément, l'année dernière, le secteur, il a un peu plongé. Il a perdu 199 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, donc ces chiffres viennent d'une étude de Ernst Young qui a été faite cette année, donc vous pouvez retrouver sur Internet. Et on voit en fait qu'avant la pandémie, c'est clairement le secteur des industries culturelles et créatives qui rythmait la croissance et l'internationalisation de l'économie européenne. Et donc, on va voir si justement le secteur culturel ne va pas faire partie de cette relance. Et donc, on va faire un tour d'horizon des territoires et voir comment les acteurs culturels de ces différents territoires ont réagi face à cette crise. Donc, on est sur plusieurs continents. On a l'Afrique, la France, le Québec et la Belgique. Et on va commencer par partir au Québec avec Claudine Drolet, chargée de projet muséologie et patrimoine numérique au DigiHub de Shawinigan. Donc Claudine, la parole est à toi. Bonjour Marie. J'ai préparé une petite présentation là, rapide pour mon introduction aujourd'hui. Donc, enchantée de vous voir tous virtuellement un peu partout. Effectivement, au niveau du secteur culturel, les enjeux numériques, la pandémie, ça a eu des gros impacts sur nous. Au DigiHub, faire un petit portrait rapide pour vous situer. On est un incubateur d'entreprises numériques situé à Shawinigan, donc entre Montréal et Québec. Il y a une quarantaine d'entreprises dans notre écosystème. On fait de l'accompagnement, des locaux, du coworking. On est le troisième pôle en numérique au Québec et on a 2 pôles d'expertise, dont un lié au patrimoine et muséologie numérique. Donc, quelques images de notre lieu de travail ici. Et on fait beaucoup d'accompagnement du milieu culturel dans leur virage numérique, de nombreux partenariats avec différents acteurs du milieu. On pilote plusieurs laboratoires vivants, dont le projet Muséolab. Vous voyez quelques images de notre Muséolab. Le projet Muséolab, c'est un partenariat avec le Musée Pop, qui est le musée de culture populaire du Québec, qui est situé à Trois-Rivières, donc dans la même région que nous. Et notre objectif très ambitieux est de définir la muséologie de demain. Donc, c'est vraiment issu du besoin d'innovation du milieu culturel, d'innover, d'intégrer de nouvelles approches numériques. Et ça permet aux entreprises du DigiHub d'explorer des outils, de peaufiner leurs produits en milieu réel et de s'assurer que ces produits répondent vraiment bien aux besoins du milieu. Donc, quelques images du musée Pop que vous pourrez visiter lors de votre prochaine visite au Québec et quand cela sera enfin possible. Donc, notre projet Muséolab, c'est qu'à partir des défis, des enjeux qui sont modelés par le musée Pop, on réfléchit à des solutions. Donc, on a 4 appels à projets réalisés jusqu'à présent, dont un lié au contexte COVID-19, qui est celui-là sur lequel mon intervention va porter. Donc, on réalise des prototypes en collaboration avec l'équipe du musée, c'est testé en conditions réelles et on apporte des modifications, améliorations aux besoins. Voici là, quelques exemples des prototypes qui ont été réalisés. CultureGo, qui est une application web qui permet de créer des parcours. Hologo, des projecteurs holographiques, des animations en réalité augmentée également. Avec le choc de la pandémie au printemps dernier, il y a certains de ces prototypes-là qui se sont avérés des véritables planches de salut pour le musée parce que personne n'était prêt à faire face à la pandémie et certains prototypes, donc CultureGo, a été super utile parce que ça a permis au musée de rendre accessible des expositions, rendre accessible l'information aux visiteurs en ligne parce que c'est une application web, donc ils se sont servis allègrement. Et voici un des exemples de ce qui a été fait. Là, si vous avez quelques secondes avec votre téléphone, le code QR fonctionne. Donc, ça va nous donner une bonne idée là, de l'utilisation de cet outil-là qui est vraiment très facile d'utilisation pour l'équipe du musée. Avec le contexte COVID-19, on a fait une grande séance de co-création avec l'ensemble de ces partenaires. Là, vous voyez là, des musées d'un peu partout au Québec de moyenne et grande taille, des partenaires qui sont très importants pour nous.
Hey, les enjeux COVID-19, vous allez sans doute trouver écho à vos préoccupations. Comment proposer une alternative numérique pour les visites scolaires? Comment utiliser le numérique pour favoriser la distanciation physique lors des visites? Comment monétiser les expériences muséales virtuelles et comment proposer une expérience interactive sans contact? De cette réflexion-là sont issus deux volets. Expérience, qui est une plateforme qui permet une expérience pédagogique pré, pendant et post-visite. Et on a développé, pour les besoins de la cause, le pendant est une visite virtuelle. Donc, on a un volet réalité augmentée in situ lorsqu'on fait la visite sur place, mais qu'on peut aussi faire en classe à partir des supports papier. Et cette plateforme va être intégrée dans un progrès plus large en collaboration avec une douzaine de musées partenaires au Québec. On développe aussi en ce moment une expérience interactive sans contact avec un volet pouvant être vécu en classe ou à la maison. C'est un prototype donc développé dans le contexte COVID qui mélange l'utilisation d'une plateforme de jeux vidéo et de reconnaissance vocale. Donc, ça permet d'avoir des groupes scolaires, qui est un enjeu super important pour les musées. Dans certains cas, c'est le tiers de leurs revenus. Et présentement, il n'y a aucun groupe scolaire qui se déplace. Donc, comment monétiser ce type d'expérience-là? C'était un enjeu majeur pour leur survie. Les adaptations qu'on a fait, on a fait quelques réflexions par rapport au contexte COVID, donc le besoin d'un support physique ou d'une expérience avec une plus-value pour monétiser une expérience virtuelle. Au début de la pandémie, là, en mars, avril, il y avait énormément d'expériences en ligne qui étaient accessibles gratuitement. Donc, comment faire cette transition-là vers monétiser ces expériences virtuelles-là? C'est un pas qui n'est pas facile à faire, surtout qu'on a offert gratuitement beaucoup de contenu. Donc, avoir un support physique, mais on paye pour le livre ou le livret, ça devient un peu plus concret pour les gens, ou une plus-value, quelque chose de plus dans l'expérience. Donc, faire adopter ce paiement au public, c'est un enjeu. Trouver des façons de joindre la clientèle scolaire, donc un mélange de parcours en ligne, un mélange de parcours sur place, ça permet de rejoindre deux types de clientèle scolaire dans le contexte où celles-ci ne peuvent pas vraiment se déplacer. Là, depuis quelques temps, là, depuis cette semaine, en fait, aujourd'hui même, au Québec, les visites scolaires sont autorisées dans les musées, mais par groupe classe, dans la même région, donc ça limite vraiment les possibilités. Donc, les visites virtuelles sont devenues quelque chose de super intéressant avec le contact avec le guide en ligne. Là, on a une plus-value à l'expérience. Le sans contact avec la voix aussi devenait une avenue intéressante à développer. Les appareils individuels, VS les prêts ou les bornes tactiles. Donc, on trouve des alternatives à ça. Et les stylets jetables pour les visites. Donc, c'est des réflexions qu'on a faites. Et je laisse la parole à mes autres collègues. Oui. Voilà, merci, désolé, mais comme on a perdu un peu de temps, je vais devoir raccourcir un peu les interventions. Nous avons jusqu'à 17h35 pile. Donc voilà, on va sans plus attendre passer à notre intervenant suivant, qui est Henri Daubré, qui est le directeur créatif et CEO de l'agence digitale Doc Studio, basée ici à Namur et dans plein d'autres pays. Je te laisse la parole, Henri. Merci Marie. Alors, je vais commencer par partager de mon côté, comme tout le monde. Ok, tu veux mon écran? Parfait. Alors, comme Marie l'a dit, donc nous sommes une agence digitale avec des bureaux ici, historiquement créés en Belgique et également depuis quelques années pour certains à Chicago, Mexico City, Amsterdam. Et comme toutes les firmes de beaucoup de secteurs, le Covid a créé non seulement des complications et des difficultés, mais aussi des opportunités. Dans le secteur du divertissement, comme vous l'avez, je pense beaucoup de gens ont vu passer cet événement, les acteurs ont essayé de se réinventer et ont cherché des moyens d'amener soit des artistes, soit des performances, les amener devant leur public alors que on ne pouvait plus avoir de rendez-vous physique. Donc, cet exemple est excellent. Donc, le concert dans Fortnite qui a eu lieu, je crois, au mois d'avril de l'année dernière, a permis de toucher, je pense, plus de 12 millions de personnes. C'est énorme. Maintenant, Fortnite est une plateforme qui est extrêmement visible à la base, donc ça aide. Mais ça a créé toute une série d'autres opportunités, d'autres acteurs qui ont cherché à du coup avoir une présence comme Travis Scott ici. On a des exemples divers, donc on a vu passer pendant les derniers mois pas mal de choses. On a vu Billie Eilish faire une performance en réalité en XR, donc
en réalité mixte, c'est-à-dire de la réalité augmentée, mais aussi du travail en studio, de la projection sur mur. On a des expériences qui sont plus sur pied. On a vu, comme ici, Complex Land, des expériences qui sont plutôt autour du FMCG, donc essayer de vendre, avoir accès à des shops, mais se servir dans l'environnement 3D, ou des performances comme ici pour The Weeknd qui étaient rediffusées sur TikTok avec un niveau d'interactivité où les gens pouvaient réagir à des questions qui étaient posées en temps réel et la performance est adaptée en fonction. Donc on a vu beaucoup de choses. De notre côté, nous avons été contactés par un festival qui est relativement connu en dehors de nos frontières, même s'il est belge à la base, qui est le festival Tomorrowland. Tomorrowland, en chiffres, ceux qui ne connaissent pas, c'est plus de 190 pays dans les visiteurs chaque année. C'est plus de 400 000 tickets qui sont vendus sur 2 millions d'inscrits, ce qui a pour résultat de vendre les tickets en général moins de 45 minutes. Beaucoup de participants, très peu d'élus. Comme plus ou moins tout le monde, ils ont dû du coup annuler leur festival physique et ils nous ont contacté pour savoir comment amener ce côté premium et ce côté dingue qu'eux ont pu construire au fil des années d'un point de vue digital. Donc on a eu fort peu de base de travail. Je veux dire qu'on a eu un début d'identité graphique qu'eux avaient créé. Sur cette base-là, on a dû construire, nous, un événement. Ça nous a permis d'amener beaucoup de compétences qu'on avait déjà pour la plupart en interne et pour d'autres, on a dû s'entourer, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de choses qu'on faisait déjà de manière isolée et du jour au lendemain, pour ce projet-ci, en quelques semaines, on a recréé une équipe qui a permis de mélanger beaucoup plus de compétences et qui, comme vous le voyez ici, ce sont des éléments en cours de création du projet, nous ont permis du coup d'avoir cet univers en 3D, temps réel, dans un browser web, accessible du coup à des centaines de milliers de personnes et même en termes de chiffres ici plus d'1 million. Et qui existait pendant ces 3 jours de festival en version jour, en version nuit. Donc ici on voit le sunset. On avait tous les différents points d'intérêt. En cliquant dessus, ça allait nous amener à un streaming et voici le mode nuit par exemple et voir la performance d'un artiste qui elle-même a été enregistrée sur fond vert et réintégrée dans un univers 3D. Donc il y a pas mal de boulot qui a été fait pour créer du coup une expérience qui n'est pas évidemment à la hauteur. Quand je dis à la hauteur, on est bien conscient que ça ne remplacera pas un festival physique. Tout le monde se réjouit de pouvoir être de retour dans un contexte différent, mais qui par contre fait énormément avec les moyens que nous avons à disposition aujourd'hui, en nous permettant d'avoir accès à un monde en 3D qui est immersif, qui reprend un univers sonore, qui reprend des dynamiques de gaming, qui reprend des codes graphiques qui sont utilisés par la marque et par le festival ici, mais permet aussi en plus, on voit ici le travail de Green Key, ensuite fait par l'équipe de Tomorrowland et certains de leurs autres partenaires, c'était une grosse équipe, les réintégrer dans un univers 3D qui, en termes de niveau, était sur du gaming. En termes de résultats, je terminerai là-dessus. On a eu avec cette expérience plus de 1 million de vues du Japon-Mexique. De nouveau, c'est très, très global. 4 studios d'enregistrement, plus de 60 performances différentes et 9 semaines de production, ce qui est extrêmement court pour un événement similaire. Mais voilà, ça nous a permis en tout cas d'explorer et de répondre à un besoin et nous d'avoir une opportunité business tout en créant des solutions pour les festivals. Et je terminerai en disant que ça nous a permis du coup d'avoir beaucoup de visibilité et surtout d'autres opportunités similaires. Voilà, merci Marie. Merci Henri. Les chiffres sont impressionnants quand même. Donc on voit que ce monde culturel, il s'est bien réinventé grâce à la tech. Et justement, je suis heureuse d'accueillir aussi en direct du studio de Marseille, le studio La Coque, Mathieu Rosière, qui est le CEO de Black Euphoria, aussi vice-président de la French Tech Marseille, ex-Marseille, et acteur de la fédération ICC française, justement, qui va nous parler aussi d'un projet culturel immersif utilisant la réalité virtuelle sur Boris Vian et l'écume des jours. Donc voilà, au studio en direct de Marseille. À toi, Mathieu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler d'un projet qu'on a plaisir de produire sur l'écume des jours de Boris Vian. Alors, attendez, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe là maintenant? Il y a un harcèle énorme.
Alors, on a un petit problème de retour de son. À mon avis, il y a vos haut-parleurs qui retournent dans ton micro, Mathieu. Donc, on va attendre que... C'est le côté surréaliste de l'écume des jours, hein, c'est pour ça. On peut peut-être c'est bon, ça marche maintenant. Sur Marseille. Non, ça ne fonctionne pas pour le moment. Et si c'est bon, ça marche un peu. Ah non, c'est pas bon et c'est pas chez nous. Donc, on va passer... En attendant de régler le problème, on va passer à la personne suivante. On va partir en Afrique tout de suite, au Rwanda, retrouver Raoul Rugamba, fondateur de la plateforme Africa in Colors et aussi CEO et cofondateur de Obi Agency au Rwanda, qui va nous parler d'un événement qui a dû s'annuler et qui s'est renouvelé. À toi, les studios. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Moi, c'est Raoul Rugamba et je suis basé à Kigali, au Rwanda. Et je suis fondateur d'une compagnie, une agence créative qui s'appelle Obi Agency. Et nous sommes fondateurs du projet African Colors, qui est un catalyseur sur une mission de créer un écosystème panafricain des industries culturelles et créatives à travers trois piliers. Le premier pilier qui est l'éducation, le deuxième pilier qui est la collaboration et le troisième pilier qui est l'accès au financement. Donc, on avait prévu un festival en mars qui comptait plus de 10 000 personnes et plus de 10 activités. Et on a dû le repousser vers juin et on a décidé de le faire sur 6 mois. Et on a eu cette opportunité aussi d'utiliser l'opportunité du Covid pour pouvoir le faire par de notre projet qui est la création des villes créatives. Et nous avons décidé de le faire sur plusieurs pays et nous avons pu faire avoir des speakers, plus de 100 speakers un peu partout dans le monde. On a fait des formations sur plus de 8 pays. On a fait une compétition, une grande compétition avec 10 pays, 150 joueurs sur le e-sport, sur 10 pays. Je vais travailler longtemps chez... Allô? C'était Allô? Allô, vous m'entendez? T'entendons. Il y a un micro, on a un flux vidéo en plus dans l'image, donc voilà, c'est bon, c'est réglé. Du coup, juste pour dire, comme il ne nous reste pas beaucoup de minutes, voilà, si tu peux faire très court, Raoul, ce serait super. Merci beaucoup. Merci. Donc du coup, on a pu faire le premier plus grand compétition e-sport virtuelle avec Valorant qui venait juste de commencer. Et ça a été une opportunité de voir que on peut créer des villes créatives à travers notre culture, de notre façon. Et c'est le projet maintenant qu'on entame pour même le reste de l'année 2021 en collaboration avec d'autres acteurs d'un peu partout dans le monde, dans village francophone que je remercie. Merci. Merci Raoul. Alors on me dit dans l'oreillette que le problème technique est résolu à Marseille, donc on part tout de suite à Marseille. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez bien. Oui, alors je vais être très court, Marie. Je comprends que effectivement, on n'a pas énormément de temps. Moi, je voulais juste vous dire une chose, c'est que effectivement, comme le disaient nos amis de Muséolab, le monde culturel a été pris comme l'ensemble des champs économiques un peu au dépourvu par cette crise sanitaire et que du coup, il n'y avait pas de projet forcément prêt et qu'on n'a pas vu finalement beaucoup de grandes innovations à part ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos amis d'Oxford. Plateforme purement web ou purement virtuelle. Nous, on veut dire que cette période-là nous a permis d'accélérer des projets déjà existants et qui ont permis aux acteurs culturels de se positionner autrement. Je vais montrer les images en même temps que je parle, ce sera plus simple. Là, ce que vous voyez, c'est des images de l'écume des jours. L'écume des jours, c'est un spectacle numérique immersif qui est à l'intérieur d'un cylindre de réalité virtuelle. Donc, c'est un cylindre de projection. Vous êtes entouré par une image qui fait 4 mètres de haut. Et là, il y a des capteurs volumétriques qui vont mesurer ce que vous faites à l'intérieur du cylindre. Et l'ensemble de la narration, l'ensemble de l'histoire va se développer en fonction de la coopération des personnes qui voient le spectacle.
pour pouvoir faire ce type de projet-là, on est obligé d'avoir une partie création graphique, une partie littéraire et surtout une partie après de mise en scène avec des vrais acteurs qu'on va filmer, qu'on va intégrer à l'intérieur du dispositif et où on va faire les interactions avec le code. Et pour ça, on a besoin de scènes, de lieux de répétition qui soient grands, qui permettent de faire à la fois la culture et du code. Et là-dessus, le Covid a permis à des grands accueillir en résidence et nous a permis de finaliser des projets numériques comme ça qui sont en production depuis plus de 3 ans. Donc là, vous voyez le pianoctel. Si jamais vous faites bien du pianoctel, eh ben, vous arrivez à évoluer à l'étape d'après, à jouer du biglomois. Et donc moi, je voudrais juste tirer mon chapeau aux acteurs culturels, à tous ces théâtres qui ont été fermés, toutes ces scènes nationales qui n'ont pas pu recevoir du public. Elles ont reçu des équipes de production, elles ont reçu des artistes et elles nous ont permis d'accélérer la création. Et nous, maintenant, on sera au Festival d'Avignon cet été pour montrer l'écume des jours grâce à cette mobilisation des acteurs culturels. Donc finalement, le Covid a permis au numérique, grâce aux salles, grâce au monde physique, ça a permis au numérique d'exploser. Donc voilà, c'est un message un petit peu d'optimisme et de remerciement à ces acteurs culturels qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont permis d'innover. Et j'espère qu'une fois que le Covid sera passé, qu'on aura le plaisir de retourner dans toutes ces salles qui sont si importantes pour nous, j'espère que ces acteurs culturels, que ces grandes salles nous feront toujours une petite place pour inventer les spectacles de demain. Voilà. Merci Mathieu. On voit que surtout en temps de pandémie, la coopération entre acteurs de la culture, de la tech est capitale. Et donc, on va accueillir nos 2 dernières intervenantes féminines. Hein. Un peu moins de femmes, mais là, on a des femmes dans la culture et il y en a. Pour nous parler de justement, donc on part à Nantes et on part aussi à Montréal. Donc on va accueillir Philippine Pouessel, chargée de la coopération et des réseaux de la Samoa, fabrique urbaine et créative de Nantes Métropole, qui va nous parler de la collaboration avec Zoo à Montréal. Et donc on va accueillir aussi Maude Bédard-Dufour, qui est chargée de projet en affaires gouvernementales. Donc je vous laisse la parole. Est-ce qu'on commence par Nantes ou Montréal? Faites-moi signe. Je pense qu'on commence par Nantes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je me présente Philippine Pouessel, je travaille pour la Samoa. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont présentes lors de ce panel et qui ont pris du temps de présenter leurs projets, puisque ce sont que des projets très inspirants et qui alimentent mon métier au quotidien, donc c'est vraiment super. Pour revenir à notre sujet, donc je travaille pour la Samoa. Donc la Samoa, qui sommes-nous? Nous sommes une société publique locale avec une double mission. Notre première mission, la plus historique, est celle de l'aménagement urbain de l'île de Nantes, donc territoire de 337 hectares, en plein cœur de la métropole nantaise. Et notre second métier, celui pour lequel je suis présente aujourd'hui, est celui de l'accompagnement et du développement économique des industries culturelles et créatives dans la région Pays de la Loire. C'est dans le cadre de cette deuxième mission que j'ai eu le plaisir de travailler depuis maintenant presque en compagnie de Maude, que je vais laisser peut-être se présenter. Oui, bonjour tout le monde, Maude Bédard-Dufour. Alors de chez Zoo, on est un hub créatif, donc espace à la fois de coworking, accélérateur, incubateur d'entreprises et éventuellement espace de vitrine, aussi un espace de vitrine qu'on ouvrira cet été, si tout va bien. Donc, Zoo, c'est un projet qui a été initié par Guy Laliberté en 2017. Donc, Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, donc il a voulu redonner aux jeunes créateurs un espace et de l'accompagnement pour développer de nouvelles propriétés intellectuelles. Et comme Philippine le disait, ça fait maintenant presque 2 ans que Zoo collabore avec Nantes. Et je dirais même que la pandémie a fait s'accélérer notre collaboration. Donc, peut-être que Philippine, tu veux en dire davantage sur les axes de collaboration qu'on a travaillé ensemble dans les derniers mois. Oui, effectivement, merci Maude. Je te salue de loin. Du coup, effectivement, avec Zoo, on a le plaisir de travailler sur 2 axes de collaboration depuis maintenant 2 ans. Le premier est celui de l'accompagnement de nos entreprises à l'étranger pour faciliter l'accès au marché nord-américain pour les entreprises nantaises, mais également le marché français pour les entreprises montréalaises. Et le deuxième axe de collaboration est celui sur nos réflexions autour du divertissement du futur et du renouvellement urbain. Donc, je te laisserai dire 2 mots tout à l'heure.
Juste rapidement sur le premier axe autour de l'accès à l'international, nous avons mis en place des ponts avec Zoo pour vraiment faciliter l'accès au marché et avec un accompagnement adapté pour faciliter l'accès à ce marché pour nos entreprises. Il faut savoir que les industries culturelles et créatives font partie des 5 domaines d'activité stratégiques prioritaires pour l'État en France dans le cadre du plan de relance export. Donc pour nous, c'était vraiment très important d'appuyer cette action-là. Et donc Zoo s'est trouvé être le partenaire vraiment idéal. On est soutenu également par les ministères, puisque dans le cadre de ces missions, on est soutenu par le biais du parcours numérique du ministère de l'économie de Québec. Tu me rectifieras si jamais je me trompe. Et donc voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises nantaises peuvent intégrer le programme Focus de Zoo pour bénéficier de l'accompagnement et du mentoring et faciliter vraiment l'accès à leur marché. Et la réciproque se fait également dans l'autre sens. Les entreprises montréalaises pourront bénéficier de l'accompagnement de la Samoa et de son réseau pour intégrer les marchés français. Maud, tu as peut-être des petits ajouts à faire? Oui, en fait, ce que je dirais que la pandémie a peut-être favorisé, c'est justement la facilité de pouvoir faire un accompagnement à distance alors qu'on n'est pas sur les mêmes marchés. Donc, on a adapté un de nos programmes, évidemment, pour l'amener en virtuel et le poser dans un créneau horaire où l'accompagnement d'entreprise, qu'elle soit à la fois sur la côte ouest américaine ou en Europe, puisse être possible. Donc, par ailleurs, dans notre prochaine cohorte qui débute dans quelques semaines, on a la chance d'avoir une entreprise de la Samoa qu'on va accompagner pour une première incursion sur le marché nord-américain. Donc, on va accompagner une très belle entreprise qui sera annoncée prochainement, mais ça, c'est quelque chose que la pandémie, je crois, a pu favoriser. Donc, ces maillages-là à distance, parce que venir 3 mois peut-être s'installer au Québec pour une petite start-up, c'est pas nécessairement possible. Sinon, l'autre axe sur lequel on a travaillé rapidement, pour conclure, c'est vraiment une réflexion sur le futur du divertissement, puis sur comment les industries culturelles et créatives ont un rôle à jouer dans la relance des villes, notamment des centres-villes de Montréal. À Montréal, c'est quand même un enjeu important de voir comment le centre-ville va pouvoir renaître de ses cendres, puis on pense vraiment que... Oui. Bon, d'accord. Malheureusement, on va devoir rendre l'antenne. Et oui, mais j'espère qu'un jour, en tout cas, on pourra revenir quand même à la version physique de la culture. Donc voilà, je repasse la parole à Marc Lionel depuis les studios de Paris. Alors, est-ce que Marc Lionel est là? Oui, Marc Lionel, voilà. Pardon, je suis surpris par la précision mécanique et mathématique. Merci d'avoir su adapter votre timing. Nous aussi, on va essayer bien de tenir le timing. Ça va pas être facile. On va parler dans quelques instants, bien avec mes invités, de cinéma, d'entertainment et de tous les métiers de l'image qui, eux aussi, sont en pleine ébullition. Nouvelles attentes, nouvelles technologies, nouveaux comportements. La Covid a un petit peu changé la donne. On en parle donc avec mes propres invités. Alors, quand je dis mes propres invités, je triche un peu parce que, ce sont nos partenaires et amis des studios et des collectifs Côte d'Azur Monaco, de Marseille et de Nantes, plus quelques autres amis qui ont réaliser le casting. Alors, je vais passer la parole 20 secondes à Julien, à Vincent et à Nadia, si elle est là. Tout va bien, alors où êtes-vous? Je ne suis pas sûr